Hier, j'ai vu un impact perdu, j'ai vu un impact sans ressources, j'ai vu un impact qui manque de créativité et qui se cherche à la maison sur le terrain du stade olympique. J'ai aussi observé dans cette rencontre-là un coach franc, un coach vrai, un coach réfléchi, avec une capacité d'adaptation incroyable. Un Thierry Henry qui était réactif, qui allait tout faire pour donner espoir et confiance à son collectif. J'ai aussi vu, dans cette rencontre face au CD Olympia, une deuxième demi où on a vu un impact fier, un impact agressif, un impact qui voulait donner un show à son public. J'ai vu une ambiance de fou, des fans présents qui en veulent plus de cette deuxième mi-temps et qui peuvent être confiants en ce que réserve l'avenir du bleu-blanc-noir. Le podcast BBN débute maintenant. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon mercredi tout le monde, édition donc du podcast BBN du mercredi le 11 mars 2020, lendemain de veille pour l'Impact de Montréal. C'est Jeff Morancy qui s'installe au micro du podcast BBN. Je vous invite à venir nous rejoindre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast en direct. Donc, maintenant qu'on a un rendez-vous pas mal fixe à 20h tous les soirs de semaine, du lundi au vendredi, je vous invite donc dans notre lounge, si vous cliquez sur le lien d'écoute direct qui vous est transmis à l'instant sur notre compte Twitter, ben, venez nous rejoindre dans le lounge et discuter avec moi de cette rencontre-là. Avant la rencontre, si on analyse tout ça, à partir du lendemain face au match faisant office en MLS, donc celui de FC Dallas, tu m'aurais dit que pour le match aller face au CD Olympia, que Jackson Hamel allait entrer dans le match, que Samuel Piette allait presque marquer 2-3 fois, que Taider allait y aller d'une flèche qui va marquer la saison de l'Impact, qu'il va y avoir des civières partout sur le terrain, que Jackson Hamel va se faire avoir sur une décision de merde, tellement merdique à ce point que même Josie Altidore, des plus grands ennemis que l'Impact n'a jamais connus de son histoire, le Toronto FC allait lui-même contester et dire que la décision faisait pas de sens. C'est clair que je m'achetais un billet pour aller voir cette rencontre-là. Donc, tout un match hier soir au stade olympique. Un match vraiment en deux volets. Donc, on va essayer ensemble ce soir de le décortiquer et c'est pour ça que j'ai besoin de votre participation dans le lounge pour avoir votre point de vue à vous et voir comment vous avez vécu votre mardi soir. Si j'y vais avec la première demi, avantage à l'Impact au niveau des tirs, 4-3, mais par contre, on n'a pas réussi à en mettre un sur le cadre. Donc, dans les 5 éléments clés qu'on regarde après chaque match, je vous dis, si on gagne ces éléments clés-là, on a des bonnes chances de mettre le match dans nos poches. 4-3 les tirs, donc avantage à l'Impact en première mi-temps. 0-3 les tirs cadrés. 2-0 les corners. Et 11-4 les centres, 80-20 la possession. Donc, l'avantage était là pour l'Impact de Montréal. Mais par contre, je pensais jamais voir l'Impact avec un 80% 20 de possession et avoir une possession aussi stérile, aussi peu créative, aussi peu productive. Les choses se sont replacées
en deuxième mi-temps, alors que le CD Olympia réussit seulement 2 tirs, dont 0 cadré, 2 corners et 4 centres seulement. Donc, clairement, la deuxième mi-temps a été à l'avantage de Thierry Henry et de sa bande. Ce qui a fait mal, c'est vraiment cette première demi-là. Donc, on va s'en parler au cours des prochains instants. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sortie-là? Et j'ai vu énormément de commentaires sur la contre-performance, on peut l'appeler comme ça, de Safir Taider en première demi, et je fais partie de ceux qui ont émis des critiques à l'endroit de Safir Taider lors de cette première mi-temps, et je pense sincèrement, après un peu de recul, que Safir Taider n'est pas assis dans la bonne chaise présentement, et pas dans une composition où ce qu'il est au maximum de son aise, et un peu comme on le voit avec Samuel Piette. Mais moi, je pense que Safir Taider va terminer par retrouver ses repères et fixer finalement exactement ce que demande son entraîneur-chef. Mais ça ne sera pas facile, ça ne sera pas gagné et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on est un joueur de soccer qu'on peut embarquer sur n'importe quel terrain, n'importe quel schéma, n'importe quelle stratégie et connaître du succès. Chaque joueur individuellement possède ses qualités individuelles qui font de lui un athlète unique, et je pense que Safir Taider là-dessus aura un ajustement à faire, tout comme Samuel Piette, et on a décrié énormément la performance et le style de jeu de Samuel depuis le début de la saison. Ça a été beaucoup moins pire face au FC Dallas, où on avait beaucoup moins de reproches à effectuer à l'endroit de Samuel Piette. Et hier soir, moi j'ai bien aimé, somme toute, là, à part quelques petites erreurs. Et la première demi, là, on s'entend, on chiffonne ça puis on met ça direct dans le garbage, parce que c'était ce qu'on a vu hier soir en première demi, c'était n'importe quoi. Alors Samuel inclus, je pense que collectivement, l'Impact de Montréal se dirigeait nulle part, et je pense que ça s'est replacé. Ça s'est replacé en deuxième demi. C'est sûr que, comme je disais, on a un coach qui a réfléchi tout au long de cette première mi-temps, et j'aurais aimé sincèrement hier avoir la capacité d'entrer dans le vestiaire des joueurs de l'Impact de Montréal pour voir qu'est-ce que Thierry Henry a dit à ses joueurs à la pause de la mi-temps, parce que clairement, il y a un message qui s'est passé, parce que l'Impact que j'ai vu hier en deuxième mi-temps, c'est pas le même club que ce que j'ai vu en première mi-temps, et venez pas me dire que c'est simplement le schéma tactique. Oui, on a apporté des ajustements, et oui, ça a fait du bien. Ça a fait énormément de bien. Il y avait beaucoup plus de cohésion sur le terrain. Les passes trouvaient preneurs, ce qui était beaucoup plus difficile en première demi. Et comme je vous disais, selon moi, Safir Taider n'est pas assis dans la bonne chaise. Hier, ça prenait Boyan à la place de Safir Taider pour remettre ces passes-là, parce qu'on ne se le cachera pas, là. Hier, ce qui a manqué à Safir, c'est de la rapidité et de l'efficacité. Donc, ses premières touches de balle, beaucoup trop lent. La prise de décision arrive beaucoup trop tard dans son cas. Alors, c'est ce qui a tué un peu l'Impact, parce que en haut du terrain, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose en première mi-temps. On a 0 tir cadré. Mais pour qu'il se passe quelque chose dans le dernier tiers offensif, il faut que les ballons arrivent. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un relayeur de qualité, un relayeur d'exception, pour permettre à tous nos atouts offensifs de venir chercher et de prendre ces balles-là. Maxi Urruti, hier, a fait énormément d'appels de balles. Ça ne s'est pas rendu. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à ses pieds. Alors, il faut trouver le moyen de distribuer ces ballons-là. Et on l'a beaucoup mieux fait lors de la deuxième demi. Et la deuxième demi, là,
on a concédé chez l'Impact 2 tirs, dont 0 tir cadré et 2 corners. Si je veux jouer le négatif, je suis capable. Je suis capable de vous dire que l'Impact, hier, méritait pas cette rencontre-là, méritait pas cette victoire-là. Je peux vous dire qu'on a joué contre un 3e gardien de but. Je peux vous dire que les arbitres étaient contre nous autres. Je peux m'écraser et dire que finalement, ce match-là n'avait aucun sens. Mais moi, sincèrement, ce que je retiens de l'expérience d'hier, c'est qu'on a vu un Impact capable de s'adapter en cours de rencontre et de changer complètement sa façon de jouer. Et ça, on n'a pas vu ça souvent. Alors, j'en donne le crédit à Thierry Henry parce qu'on n'a pas vu ça souvent dans le passé, d'être capable de s'ajuster comme ça en cours de rencontre. Donc, première demi, on cherchait quoi? Également, pour les peu de ballons qui sont rendus en offensive, on cherchait la position idéale, on cherchait le but parfait sur le bout du pied, on n'osait pas prendre des lancers. Donc, tu sais, on finit la première demi avec 4 tirs et on termine le match avec 20. C'est donc dire qu'on est passé, après 45 minutes, on avait 4 tirs. Dans le deuxième 45, on en a fait 16. Moi, je pense que c'est 4 fois la production offensive qu'on a créée en première demi et c'est comme ça qu'on allait pouvoir l'emporter face à CD Olympia qui alignait depuis la 20e minute de jeu son 3e gardien de but. Il faut se rappeler que le premier gardien de l'équipe n'avait pas les papiers pour se rendre au stade olympique, donc a dû demeurer au Honduras. On avait le deuxième gardien donc qui était le gardien partant, gardien d'office titularisé pour cette rencontre-là. Et là, une blessure en cours de match, comme plusieurs autres collègues de son équipe. Hein, la civière, ça sortait à tout bout de champ. Mais tout ça pour vous dire que fallait profiter de cette occasion ou de ces occasions-là offertes par CD Olympia pour essayer de capitaliser. Mais si on voulait faire ça, il fallait prendre des tirs. Hier, c'était pas la qualité qui comptait, c'était la quantité. Donc, il fallait quantifier énormément pour finalement profiter soit d'un mauvais rebond, soit d'un mauvais tir, soit d'un mauvais placement du gardien, d'une mauvaise vision. Bref, il fallait juste canonner le gardien de but adverse. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième demi. Trop peu, trop tard, mais c'est ce qu'on avait à faire. Donc, possession très, très, très stérile en première mi-temps. On ne peut pas avoir le ballon et... Tu sais, j'ai critiqué l'Impact, puis là, ça fait étrange parce que depuis le début de la saison, je critique l'Impact qu'on ne possède pas le ballon. Là, hier, Jeff, qu'est-ce qui se passe? 80-20, t'es pas content? Oui, mais 80-20, si on fait juste se passer le ballon et se le rouler entre nous autres puis revenir au gardien de but ou revenir par l'arrière, ça mène à rien. Le ballon, si tu veux marquer des buts, pas compliqué. 1 + 1 fait 2. Il faut que tu t'en ailles par en avant et que tu espères profiter de toutes les occasions qui vont s'offrir devant toi. Donc, 80-20 de possession, c'est une chose. Mais la stérilité en première demi, c'était incroyable. C'était n'importe quoi. Alors, il faut absolument apporter ces ajustements-là. Deuxième demi, on termine le match 75-25. Donc, on en a perdu un peu, mais on a gagné, je peux vous dire, sur un chiot de temps en efficacité lors de cette deuxième mi-temps-là. Et c'est exactement ce que l'Impact devait faire. Donc, comment vous entrevoyez les chances maintenant de l'Impact de traverser ce championnat quart de finale, ce tour, cette ronde quart de finale-là, selon ce que je vous ai demandé sur Twitter, à 70-30, on passe pas. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on a déjà été joué là-bas. On a déjà connu du succès. On y va contre fort possiblement le premier gardien qui ne nous a pas encore affronté. Et ça, on pourrait tirer avantage. On sait que... CD Olympia a sorti le Saunders.
champion en titre de la MLS sur penalty. C'était le gardien de but numéro 2, celui qui s'est blessé, qui était d'office pour cette rencontre-là. Donc, on a quand même des chances. Et là, ben, on parle de plus en plus. Il est trop tôt dans le podcast de ce soir pour vous le confirmer, mais on parle de plus en plus d'un match qui, suivant la fameuse folie du COVID, pourrait se jouer à huis clos. Donc, avantage net, clair et précise pour l'Impact de Montréal si ce match-là est joué à huis clos. Parce que on peut en parler hier des Ultras qui ont été incroyables tout au long du match, mais principalement en deuxième demi, où même l'équipe dans le trouble en recul de 0-2, le 12e joueur a jamais lâché, a jamais cessé d'encourager la formation montréalaise et on y a cru. On y a cru jusqu'à la fin. Et ça, c'est super important. Donc, est-ce qu'on va jouer ce match-là à huis clos? Moi, je pense que là-bas, c'est très hostile. Je pense que les Ultras là-bas, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, pourrait être un 12e joueur très, très intimidant pour le collectif montréalais. Donc, je pense que c'est à l'avantage clair de l'Impact de Montréal d'aller là-bas sur un match à huis clos. Maintenant, les chances de sortir de ce duel-là gagnant, c'est 1-2 pour l'Impact. On doit aller chercher 1-2-0 si on veut passer. Un minimum de 2 buts. Donc, il faut gagner, ça c'est sûr. Il faut gagner par 2. Et moi, je pense que la question, dans le fond, qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'Impact de Montréal est en mesure d'aller, lors de la rencontre de mardi prochain, aller chercher un résultat positif de 2-0? Moi, ce que je vous dis, c'est que si on change le juge de ligue et que on voit l'Impact de Montréal travailler avec le même brio qu'ils ont fait lors de la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. Moi, je pense qu'on a beaucoup critiqué en ouverture, enlevé le rideau de la saison et avec la fermeture de la pré-saison, on a beaucoup critiqué le 4-3-3 de Thierry Henry. La donne a changé. Il y a des effectifs, il y a de la profondeur. La venue d'un Wanyama aide énormément cette formule-là en 4-3-3 et je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire pour aller affronter cette équipe-là. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir compter sur le retour au jeu dans la formation d'un joueur comme Boyan, lequel on pensait sincèrement que tout ça allait être mineur lors du match. Plusieurs face au FC Dallas pensaient que Boyan c'était plutôt à type de prévention ou encore tout simplement pour le ménager en vue du match de mardi. On a tous été un peu surpris par l'absence de Boyan lors de cette rencontre-là, mais il faut composer avec, il faut faire avec les effectifs. Et ce qu'on a présentement et ce qu'on voit tranquillement, pas vite, et ça n'a pas fini, puis moi j'y crois encore à des ajouts de qualité au sein de l'Impact de Montréal. Mais tout ça va se jouer dans la profondeur. Et j'étais de ceux, sincèrement, puis je m'en cache pas, j'étais de ceux qui croyaient que l'Impact devait compter sur l'avenue d'une super vedette. Donc, je crois encore à Hatem Ben Arfa et je crois sincèrement qu'il pourrait amener des bons services et des fiers services à l'Impact de Montréal, mais de moins en moins, je pense que cette équipe-là doit s'orienter ou en tout cas s'entourer autour d'un seul et même joueur. Je pense qu'on est en train tranquillement, pas vite, là, de lâcher notre Nacho-dépendance. Donc, faudrait pas, et j'en ai parlé cette semaine, faudrait pas se créer une dépendance envers un autre joueur.
Et c'est un peu ce qu'on recherche présentement, donc à ajouter de la profondeur sans nécessairement éclipser le talent collectif. Donc la venue d'un joueur de la trempe d'un Drogba ou d'un Zlatan, peut-être qu'il faut mettre ça de côté pour aller chercher un effectif en profondeur qui va clairement, dans le quotidien, amener des résultats à l'Impact de Montréal et des matchs comme hier, des matchs, pas comme hier, excusez-moi, parce que c'est important de le préciser, des matchs comme le deuxième 45 qu'on a joué hier du côté du stade olympique, c'est ça qui va faire vendre l'Impact de Montréal aux partisans, aux fans. Et je me fous totalement de la quantité de monde puis du nombre de billets vendus. Puis je sais qu'on en a parlé toute la semaine sur Twitter et partout. Combien est-ce qu'on va vendre de billets? N'as-tu 21, n'as-tu 25, n'as-tu 18, n'as-tu 36? Hier, l'ambiance était tout simplement magique. Les gens qui étaient là étaient contents d'être là. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont sortis déçus du spectacle qu'ils ont vu hier soir. On va s'entendre. Et là, je lâche la portion soccer, puis on rentre un peu plus dans l'even. Si je regarde le match d'hier, le but de Saphir Taider, wow, solide. C'est ce genre de réaction-là qui va faire accrocher les fans au soccer à Montréal. Donc, il faut absolument aller chercher des joueurs comme ça. Pas des joueurs, mais des moments comme ça dans un match qui vont créer l'intensité et faire vibrer le forum. Soccer 101 nous dit « La dépendance envers Nacho venait du fait qu'il n'était pas entouré. Depuis, on est allé chercher d'autres joueurs qui influencent autant le jeu. Reste qu'il manque un attaquant depuis des années et qu'on serait mieux balancé si on avait un joueur qui dérange la défensive adverse et attire les couvreurs vers lui. » Ça, là-dessus, Soccer 101, 100% d'accord. Je pense que... tu sais, Nacho n'a pas vécu à la bonne époque. On va le dire comme ça, là, mais c'est carrément ça. Moi, je pense que tranquillement, pas vite, l'Impact s'en va vraiment, et j'y crois, là. Puis je me permets d'y croire, mais l'Impact s'en va dans la bonne direction. On voit des changements qui sont très intéressants au sein et de l'organisation et du collectif sur le terrain. Je pense qu'on fait des ajouts individuels qui ajoutent énormément en qualité au collectif. Donc, ça, c'est bien. Quand tu me dis, depuis, on est allé chercher d'autres joueurs qui influencent le jeu, moi, je pense que c'est ça. Et la clé, elle est là. Nacho était un excellent joueur. Et j'en démords pas. Mais par contre, on n'avait rien pour alimenter Nacho. Tantôt, je vous disais, je vous parlais que hier, en première demi, on a 4 tirs. 4 tirs dans 45 minutes, mais il se passe rien. On a 80% de possession de la balle. On n'est pas capable. Fait que même si hier, on aligne en première demi un Nacho, si la possession, elle demeure en arrière et elle demeure très, très stérile, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans un match comme hier, comme l'Impact a joué cette première demi-là. Donc, il faut absolument qu'on reste ça, mais le fait qu'il manque un attaquant, là-dessus, je te rejoins. Moi, je pense qu'un striker là, clair, né, officiel, sans que ça soit une super vedette, sans qu'on aille chercher un Zlatan ou un Drogba, moi, je pense qu'un attaquant établi, clair, qui est capable de la mettre dedans sans qu'on se demande tout le temps, il va-tu la mettre, il va-tu la passer à côté, il va se swinguer dans la foule.
ça, c'est important. Donc, il faut absolument ce joueur-là. Et si on avait un joueur donc qui dérange la défensive et attire les couvreurs vers lui, c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? On ouvre les lignes et ça, c'est super important. Donc, il faut ce joueur-là où ce que le coach adverse va dire, lui, t'embarques dans ses culottes, puis tu le lâches pas, parce que si tu le lâches, on est dans le trouble. Ce joueur-là, sans nécessairement avoir un impact direct dans le match, par sa possession, par ses lancers, par le fait qu'il va marquer. Peut-être qu'il va être effacé complètement d'une rencontre, mais c'est fort possiblement à cause de ce joueur-là qu'on va réussir à marquer, à prendre les devants, à profiter des ouvertures, à ramener dans l'axe. Et ça, c'est un rôle bien qu'ingrat parce que en termes de quantité et de statistiques, ça n'apportera rien aux joueurs supplémentaires qui va faire ce travail-là et qui va l'exécuter à la perfection. Mais ça, de faire ce genre d'approche-là dans un match, c'est primordial et il faut absolument le faire. Je veux revenir, parce que tranquillement, pas vite, ça se termine. Je veux revenir sur la fameuse main de... contre Anthony Jackson-Hamel, finalement. Est-ce que le call était bon? Est-ce que le call était pas bon? Est-ce qu'on s'est fait voler? Est-ce qu'on s'est pas fait voler? Moi, sincèrement, mon point de vue à moi, c'est que oui, clairement, il y avait une main, c'est hors de tout doute. Et on s'est fait avoir parce que le juge de ligne à 30-40 mètres n'a aucun pouvoir, bloqué par 3-4 défenseurs, il n'avait clairement pas l'avantage de la vision sur l'arbitre, sur le terrain, qui a appelé le call, qui a appelé le jeu. On s'est fait concacafé, c'est exactement ça, parce que on s'est fait avoir sur un solide temps hier lors de cette rencontre-là. Par contre, est-ce que l'Impact de Montréal n'a pas couru à sa perte? Et ça n'a rien à voir avec le tu sais, moi, demain matin, tu donnes ce penalty-là à Jackson-Hamel, il a à mettre dedans. Il avait-tu l'air heureux en plus, hein? Il n'avait de besoin. Il sait qu'il a connu Anthony Jackson-Hamel un match et une performance désastreuse face au FC Dallas. Il avait la chance, là, de se replacer, de faire oublier tout ça. Et, soit dit en passant, a connu une belle sortie, a connu un bon match. Depuis le début, même pas de cette saison-ci, depuis le début du podcast, que je m'astine à vous dire, Anthony Jackson-Hamel, c'est pas un titulaire. Anthony Jackson-Hamel, c'est un super sub. 20 minutes dans un match, on en a assez, et il va faire le travail. Je le pense encore. Mais hier, là, il n'avait de besoin, Anthony Jackson-Hamel, de ce but-là, pour sa confiance, pour tout ce qu'il y avait là-dessus. Moi, je pense que, sincèrement, il avait besoin de cet ajout-là à sa fiche pour se relancer. Il aurait dû, en effet, encore une fois, dans le lounge, vous pouvez venir nous rejoindre dans le lounge en direct, Jackson aurait dû cadrer son tir sur la passe de Balou. Entièrement d'accord avec l'affirmation. Moi, je te le dis, j'étais sur le bout, assis, quasiment debout, et j'étais sûr. Je me suis dit, ça y est, on l'a. Mais non. Donc, effectivement, Anthony Jackson-Hamel aurait dû mettre cette passe-là. J'ai aimé, soit dit en passant, le duo Balou-Jackson hier. Je pense que, je ne sais pas si c'est la jeunesse ou qui ont évolué un petit peu plus ensemble, mais j'ai aimé ce qui s'est passé entre les deux hier lors de la rencontre. Et c'est bizarre à dire, mais je trouve que un sans l'autre, ils paraissent moins bien. Je ne sais pas si c'est hier. Je pense que tout le monde était un peu upgrade sur la deuxième demi. Mais sincèrement, Balou, je l'ai vu à quelques occasions sur le terrain sans Jackson. J'ai vu Jackson sans Balou. On dirait qu'un sans l'autre, ils fit plus ou moins ensemble. Donc, est-ce qu'on s'est fait avoir par l'arbitre? C'est
clair que oui. Est-ce qu'on méritait de sortir de là avec un 2-2? Sincèrement, et là, je le sais que je me ferais peut-être pas d'amis, mais quand tu joues 45 minutes dans un match, tu mérites pas de sortir avec le match nul. Tu mérites pas de sortir avec la victoire. Donc, je pense que hier soir, malheureusement, pour tous les fans, pour tous les fidèles de l'équipe, l'Impact de Montréal a eu le résultat qu'il méritait. Alors, c'est encore jouable. C'est encore jouable, selon moi, du côté du Honduras. Davantage encore si ce match-là est présenté à huis clos. Net avantage pour l'Impact de Montréal. Mais on a prouvé hier, en deuxième demi, qu'on avait un coach assez intelligent pour s'adapter à l'allure du match, pour ajuster sa formation, comme rarement on l'a vu, soit dit en passant, de s'ajuster comme ça, là, aussi clairement en cours d'un match. Oui, on a vu des ajustements, si je pense à Rémi Garde, des petits ajustements mineurs en cours de match, mais clairement, de changer l'allure d'un match comme ça, j'ai pas vu ça souvent du côté de l'Impact de Montréal. Donc, juste pour ça, moi, j'y crois. J'y crois et je pense qu'on est capable d'aller mettre la main sur une victoire au Honduras. Il faut une victoire de 2-0 de l'Impact de Montréal et c'est jouable. C'est jouable, c'est accessible et on peut le faire. Donc, allons-y, forçons, puis jouons 90 minutes. On va mettre toutes les chances de notre bord. Si on joue un gros 90, on va être là et on va l'emporter. Là-dessus, je vous donne rendez-vous demain pour nouveau podcast de la semaine, l'édition du jeudi. On va faire le tour de ce qui s'est passé en MLS le week-end dernier. On ne l'a pas fait encore, dû au match face au CD Olympia. Donc demain, on fait le tour de tous les matchs qui se sont passés la fin de semaine dernière du côté de la MLS. J'ai suivi, parce que je ne peux pas toutes les suivre, vous comprendrez, donc j'ai suivi avec un peu plus d'attention le match Los Angeles Union de Philadelphie, mais c'était tout un match. On s'en parle demain, donc soyez là, bien branchés dans le podcast BBN. C'était Jeff Morancy avec vous et on se retrouve demain, jeudi, pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.